Comment bien gérer l'échec? C'est ce qu'on va voir dans ce tout nouvel épisode. Bienvenue, j'espère que vous allez bien. La gestion de l'échec est un vrai paramètre à prendre en compte lorsque l'on souhaite réussir à sortir de sa zone de confort, qu'on souhaite s'exposer un petit peu, faire des choses nouvelles, expérimenter de nouvelles choses pour réussir à accomplir de nouvelles choses et donc euh, en théorie s'épanouir dans la vie et voilà continuer à avancer. Bien souvent, ce qui va nous priver d'audace et de courage dans le chemin qu'on a envie de prendre, c'est la peur de l'échec. Et finalement, ce que va dire de nous le fait d'échouer dans les décisions, les choix que l'on va prendre. Et ça peut être vraiment très paralysant, cette peur de l'échec. Donc, aujourd'hui, on va faire un petit focus dessus. Et comme à mon habitude, je vais vous donner des astuces ici pour gérer l'échec, mais de manière plus atypique que tout ce que vous avez déjà pu entendre par Mons et par Vaux sur ce sujet, puisque je suis à peu près certaine que vous avez déjà entendu parler de la gestion de l'échec, que voilà, il y a certains grands conseils classiques comme je n'échoue pas, soit je réussis, soit j'apprends. Voilà, ça c'est des choses que sans doute vous avez déjà entendues. Je suis assez d'accord avec cette philosophie, mais je sais aussi que ça ne suffit pas et que parfois, malgré le fait que je sache que il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des apprentissages, eh bien ça ne suffit pas à oser se lancer parce que même si on le conceptualise très bien, c'est difficile dans les faits ou dans sa propre vie et dans sa propre perception de s'approprier véritablement cette philosophie. Et donc ici, je vais vous donner des conseils plus décalés, un peu différents pour justement réussir à faire fi de l'échec, à dépasser la peur de l'échec pour oser faire des choses. Et puis aussi, peut-être que vous êtes dans une situation où vous êtes face à un échec. C'est trop tard, en fait, la situation d'échec est là. Et c'est important d'avoir des clés pour être capable de appréhender cet échec et de sortir grandi de cet échec. Donc, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Première chose importante que je voulais partager avec vous, c'est que en effet, l'échec n'est pas une fin en soi. Il faut vraiment bien interpréter l'échec de cette manière. L'échec n'est pas une fin en soi, c'est-à-dire que lorsque l'on fait face à un échec, sans doute que cet échec s'inscrit dans une stratégie qu'on a mis en place pour atteindre un certain objectif. Donc j'ai un objectif, je mets en place une stratégie pour l'atteindre, plus ou moins consciemment d'ailleurs, et dans ce processus, dans cette stratégie, je fais face à un échec. C'est-à-dire que quelque chose ne s'est pas déroulé comme j'avais planifié que ça se déroule. C'est comme ça qu'on va interpréter un échec. Je voulais un certain résultat suite à une action, je n'ai pas le résultat que j'avais escompté, ou alors je visais un objectif, je ne m'étais pas vraiment fixé de plan d'action pour atteindre cet objectif, je n'avais pas d'action claire à mettre en place, et après un certain temps, je me rends compte que je n'ai pas atteint mon objectif, et donc je suis en situation d'échec sur cet objectif. Donc je peux être en situation d'échec sur l'objectif, et je peux être en situation d'échec sur une action particulière. Déjà, deux notions de l'échec, deux échelles d'échec qui ne sont pas mises au même niveau dans mon esprit. Ce qui est important à comprendre, c'est que lorsque lorsque je fais face à un échec, d'abord je vais me demander quel était vraiment mon objectif. Est-ce que c'était un objectif qui était clair déjà? Si mon objectif n'était pas clair, c'est sans doute pour ça que j'ai été en échec, parce que finalement je ne savais pas exactement ce que je visais. Si mon objectif par contre était très clair et que dans mon action je fais face à un échec, dans ce cas, ce qui va être intéressant, c'est, de se dire en tout cas, c'est OK, cette action ne m'a pas permis d'atteindre mon objectif, ou cette non-action d'ailleurs ne m'a pas permis d'atteindre mon objectif. Ce n'est pas une fin en soi, c'est-à-dire que l'objectif reste le même, je vais simplement définir d'autres actions pour atteindre mon objectif. Ou alors, ça vient me dire que, en fait, je ne suis pas prêt à mettre les efforts, l'énergie, etc. suffisants pour atteindre mon objectif, et je me rends compte que c'est l'objectif à proprement parler que je vais devoir réviser, et cet échec me permet de me rendre compte qu'en fait je ne visais pas le bon objectif. Donc deux choses sur la gestion de l'échec. D'abord, est-ce que l'objectif est le bon? Et c'est simplement
cette action qui n'a pas fonctionné, ce n'est pas une fin en soi, je vais redéfinir des actions. Ou alors l'objectif n'était finalement pas le bon, je ne me suis pas suffisamment motivée, je n'ai pas mis suffisamment d'énergie à l'atteindre, ce n'est pas une fin en soi, je vais simplement redéfinir l'objectif. Donc première chose vraiment importante pour moi par rapport à l'échec. Ensuite, pour que l'échec ne soit pas une fin en soi, c'est-à-dire que pour que je me dise pas mince, le fait d'arriver à cet échec fait que je ne peux plus atteindre mon objectif, il va falloir, dans ce cas, prendre des risques calculés. C'est-à-dire que tous les échecs n'ont pas la même conséquence et donc c'est important de calculer mon risque pour savoir si le risque d'échec que je prends va être trop grave ou relativement grave. En tout cas, est-ce que ça va me priver d'aller continuer la poursuite de mon objectif? Donc lorsque on est dans une situation d'échec ou qu'on redoute une situation d'échec, si je suis en échec, c'est de me dire comment je peux recalculer mon risque. Et puis si je ne suis pas encore en échec, mais que je redoute l'échec, pareil, de me dire jusqu'où je suis prêt à aller et comment je vais pouvoir me mettre dans une situation de risque calculée et acceptée par moi. Première chose que je voulais vous partager par rapport à l'échec. Ensuite, comment apprendre à être plus à l'aise avec l'échec, comment mieux appréhender ces échecs, quelles sont mes petites stratégies atypiques que je peux vous partager par rapport à ça. Eh bien, j'y arrive tout de suite. La première chose, ça va être pour moi, ce qui peut être intéressant lorsqu'on fait face à un échec, donc là pour le coup, c'est on a eu un échec, ça va être de faire une analyse post-mortem de l'échec. Un peu comme dans les entreprises, il peut y avoir des fois des analyses post-mortem d'un échec. Donc lorsque quelque chose ne s'est pas passé comme on aurait voulu, on va faire un petit rétro-focus et voir, analyser l'échec pour comprendre ce qui ne s'est pas bien passé. Et pour les personnes qui sont perfectionnistes, pour les personnes qui ont par exemple un driver soit parfait dominant, ou soit fort dominant aussi, qui peuvent avoir du mal avec l'échec, ça peut être super intéressant et très rassurant de se dire, ok, si j'ai un échec, je vais analyser cet échec et vraiment tirer une leçon de cet échec et plus être juste dans le mantra de je n'apprends pas, soit je réussis, soit j'apprends. Enfin, non, pardon, je n'échoue pas, soit je réussis, soit j'apprends. Plus vraiment dans ce délire-là, mais dans le délire, je vais décortiquer mon échec pour comprendre vraiment ce qui s'est passé et réussir à en tirer les leçons pour ne pas reproduire cet échec. Donc comment je vais faire pour faire une analyse post-mortem de l'échec? Ça va être déjà qu'est-ce qui s'est mal passé? C'est-à-dire que qu'est-ce qui me fait dire que c'est un échec? Le constat finalement, l'observation, neutre, sans émotion, mais juste je constate où se trouve l'échec. Ensuite, je vais analyser dans cette situation d'échec où ont été mes forces, mes réussites, qu'est-ce que j'ai malgré tout, mes micro-réussites dans cet échec, mes réussites partielles, parce qu'évidemment ce n'est pas une réussite, mais où est-ce que j'ai quand même partiellement réussi? Quelles sont les forces que j'ai mobilisées malgré cet échec, donc au cours de cet échec? Et puis, où est-ce que j'ai fait des erreurs? Qu'est-ce que je n'ai pas fait correctement? Qu'est-ce que j'aurais pu mieux faire? Et ça permet de vraiment, pour le coup, conscientiser son échec et se dire, ok, en effet, je peux sortir grandi de cet échec parce que je perçois exactement où est-ce que je me suis plantée et on va faire en sorte que ça ne se reproduise pas. Maintenant que je suis plus claire, je vais pouvoir faire en sorte que ça ne se reproduise pas. Dans le même sujet d'analyse post-mortem de l'échec, on peut se demander pourquoi est-ce que je peux dire merci à cet échec, finalement. Si je devais avoir de la gratitude pour cet échec, lui dire merci, je lui dirais merci. Pourquoi? Qu'est-ce que cet échec a apporté dans ma vie? Quelles sont les remises en question qu'il me permet? Ou est-ce peut-être que si j'avais continué dans la voie dans laquelle je me suis lancée sans avoir d'échec, bah, je me retrouverais peut-être pas exactement là où j'avais envie d'être. Donc qu'est-ce que ça m'a évité, cet échec? Voilà. Sans doute qu'il y a plein de choses qu'on pourrait, enfin, c'est pas pour rien
qu'on vit des échecs. Et les échecs ont souvent une bonne raison d'être, c'est qu'ils nous empêchent d'aller dans une direction qui n'était pas la bonne. Donc souvent, c'est que simplement l'objectif doit de toute manière être revu un tout petit peu. À la marge peut-être, mais ou en tout cas la manière de faire n'était pas alignée, etc. Il y a quelque chose qui n'allait pas. Donc ça nous permet aussi de prendre conscience en disant merci de ce qui n'allait pas dans pourquoi on ne se sentait pas bien dans le chemin qu'on avait choisi de prendre qui fait que je suis arrivée à l'échec. Autre manière que vous pouvez utiliser pour gérer l'échec, c'est de faire cette analyse, on va dire, mais de manière vidéo ou en tout cas audio, c'est-à-dire parler, exprimer, exprimez-vous sur cet échec. L'exprimer de vive voix va vous permettre de poser vos idées, redéfinir la manière dont vous voyez cet échec et mieux vous comprendre. C'est clairement un des premiers rôles d'un coaching. Lorsque je suis en coaching avec quelqu'un, mon premier rôle est d'écouter et d'ouvrir la parole, de permettre à l'autre d'avoir un espace sain, bienveillant et sans jugement, où il va pouvoir venir déposer ses idées, déposer tout ce qui se passe ici, ses idées et ses émotions d'ailleurs, ses ressentis. Le coaching permet ça. L'avantage du coaching, c'est que je viens poser des questions qui sont orientées et qui donc aident à la libération de la parole. Mais vous pouvez déjà libérer votre parole seul à travers une verbalisation. Et donc pour le faire, ça peut être bien d'utiliser un dictaphone ou en face caméra par exemple, juste pour vous. Mais voilà, si vous deviez exprimer à quelqu'un votre échec, qu'est-ce que vous diriez de vous, de cet échec? Qu'est-ce qu'il viendrait dire de vous? Comment vous l'analyseriez? C'est les bienfaits de la parole libératrice, vraiment, et donc ça aide beaucoup. Donc je vous invite vraiment à le faire. Et puis si vous avez l'environnement qui vous permet de le faire avec d'autres personnes, mais c'est encore mieux. Et je vous encourage encore plus à le faire avec d'autres personnes. Vous pouvez, dans cette même lignée, par exemple, démarrer un club des échecs. Ça, c'est par exemple si vous êtes manager ou si vous êtes indépendant, entrepreneur, chef d'entreprise. Ça peut être bien d'avoir un club des échecs, c'est-à-dire vous allez réunir un certain nombre de personnes qui vivent potentiellement des challenges similaires aux vôtres, pas forcément exactement la même situation. Parce que si vous êtes avec des personnes qui sont exactement dans les mêmes situations que vous, vous risquez d'avoir le syndrome de la comparaison qui va vous empêcher de verbaliser, d'exprimer clairement vos échecs. Si vous réussissez à trouver des personnes qui seront capables de vous écouter avec toute la bienveillance qui va être nécessaire, de vous faire des feedbacks constructifs et qui vont vous permettre d'exposer vos échecs et qui eux-mêmes pourront exposer les leurs et que vous permettront de voir que vous n'êtes pas le seul à vivre des échecs, que tout le monde, absolument tout le monde, traverse des échecs dans sa vie, eh bien, ce sera plus simple de les surmonter, de les affronter, de les dépasser. Donc ça, c'est vraiment, on va dire, la petite cerise sur le gâteau, c'est vraiment la solution ultime d'avoir un espace sécurisé, sain, bienveillant, dans lequel vous allez pouvoir parler de vos échecs, les exprimer et eh bien, voilà, vous libérer face à ça, j'ai envie de dire. Ça aussi, le coaching le permet, bien évidemment. Et la dernière chose que je voulais vous partager, c'est dans cette même idée de potentiellement imaginer un mentor imaginaire. C'est-à-dire que, je vous l'ai dit, le coaching le permet, c'est-à-dire que moi en coaching, je suis là aussi pour dédramatiser l'échec et permettre d'analyser l'échec, de comprendre l'essence de l'échec pour ne pas le reproduire. Mais vous pouvez aussi vous inventer des mentors, c'est-à-dire choisir des mentors imaginaires, des personnes par exemple que vous admirez, qui vous inspirent, pas forcément que vous admirez, mais qui vous inspirent, où vous aimeriez avoir leur avis, leur retour face à l'échec que vous traversez, et de vous dire finalement, cette personne ou ces personnes, qu'est-ce qu'elles me diraient en face de cet échec? Comment elles me diraient de voir l'échec? Comment elles me permettraient d'avoir un angle de vue différent sur l'échec que je suis en train de traverser. Parce que analyser son échec seul, c'est pas forcément simple. Dans son propre point de vue, on peut avoir du mal à trouver qu'est-ce que m'apprend cet échec, etc.
Donc vous mettre à la place d'un mentor imaginaire va vous aider à changer d'angle de vue, avoir une perception différente et donc voir les choses sous un angle différent tout simplement. Et enfin, toute dernière chose, c'est vrai que j'avais dit que c'était la dernière, mais j'ai une petite ressource supplémentaire. Ce qui va être aussi intéressant pour pouvoir être capable de mieux gérer les échecs, ça va être de vous investir dans un projet passion en parallèle. C'est-à-dire que, par exemple, vous êtes chef d'entreprise ou vous êtes manager, vous avez beaucoup de responsabilités, vous pouvez faire face à de nombreux échecs dans votre vie professionnelle, c'est stressant. C'est très important de pouvoir avoir à côté un projet parallèle, passion, dans lequel il n'y a pas d'enjeu d'objectif, de réussite, de résultat. Juste du plaisir et de la satisfaction de l'action réalisée. On sort de cette logique toujours de réussite, de performance, voilà, de résultats, potentiellement de chiffres, etc., pour juste retrouver du plaisir et où la seule jauge de réussite ou d'échec sera la dose de plaisir que vous aurez pris dans l'action que vous aurez réalisée. Ça aussi, c'est une notion de réussite ou d'échec. Donc, si ce n'est pas le cas, investissez-vous dans un projet qui vraiment vous passionne, vous fait plaisir et dans lequel vous vous sentirez bien lorsque vous aurez accompli cette tâche. Moi, par exemple, je vais vous donner un exemple très concret. En ce moment, en plus, c'est le printemps, au moment où j'enregistre ce podcast. Le jardin est vraiment mon projet passion. M'investir dans mon jardin, que ce soit mes fleurs, mes légumes, c'est vraiment quelque chose qui me procure énormément de plaisir. Et il n'y a pas de notion de réussite en termes d'objectif. Je me fiche de savoir si mon pied de tomate va livrer 10 tomates, 20 tomates ou 2 tomates. L'essentiel, c'est que je prenne plaisir à prendre soin de lui. Idem pour mes fleurs d'ailleurs. Donc voilà, bref, il y a plein d'autres projets passion dans lesquels vous pouvez vous engager, mais vraiment dans une logique qui ne soit pas liée à un objectif. Parce que on pourrait par exemple trouver l'exemple du sport, mais le sport peut très vite être accompli dans une logique d'objectif, d'atteinte de résultats. Et là, on perd un peu l'effet que va nous apporter un projet passion, où on serait vraiment sur simplement du plaisir. Voilà les amis, ce que je voulais vous partager sur la manière de gérer plus efficacement les échecs. 2-3 petits tips évidemment dans cet épisode. Bien évidemment, c'est des sujets qu'on traite beaucoup plus en profondeur dans mes accompagnements, où on vient travailler sur vos propres échecs, ou éviter en tout cas le plus possible d'avoir des échecs avec des risques calculés, et puis comment appréhender l'échec et rebondir suite à un échec, car ce qui va être important finalement, c'est notre capacité de résilience. Tout va se jouer ici, de notre capacité à rebondir après un échec. Encore une fois, tout le monde est sujet aux échecs. Plus on va tenter des choses, plus on va échouer. Donc les personnes qui entreprennent, qui expérimentent, qui font des nouvelles choses, échouent bien plus souvent que les autres, mais ont développé en face de cette habitude de l'échec une capacité de résilience. Et c'est bien là tout l'art de naviguer dans cette gestion de l'échec, c'est je prends l'habitude de faire face à des échecs pour développer ma capacité de résilience. Ça peut paraître douloureux et difficile quand je le dis comme ça, surtout quand on n'a pas l'habitude de faire face à des échecs, mais clairement, pour les personnes qui développent leur résilience, ça devient de plus en plus facile et ça n'est plus aussi douloureux. Il va rester des échecs douloureux, très douloureux, ça aussi pour tout le monde, mais de manière générale, notre capacité de résilience sera plus grande et l'échec aura de moins en moins de poids dans nos vies lorsqu'on développe cette aptitude. J'espère que cet épisode vous aura plu, qu'il aura apporté de l'eau à votre moulin. Je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode. En attendant, prenez soin de vous. Très belle semaine. Ciao, ciao.